Professeur Pius-Ondor, bonjour. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites. Professeur, qu'est-ce que la philosophie politique? Bon, la philosophie, ou le versant politique de la philosophie, c'est, je peux dire, la focalisation de la réflexion valorielle sur la manière dont le concret est effectivement organisé, dont le vivre social est effectivement organisé. C'est-à-dire, bon, est-ce que on peut vivre sans faire émerger ce que Hobbes appelait le Dieu mortel? Est-ce qu'on peut vivre sans que l'État s'organise? Est-ce qu'on peut vivre sans que le pacte social ne soit mis en marche et de manière consensuelle, discursive, de telle façon que ceux qui auront à se réaliser à l'intérieur de cet état-là qui a émergé en atténuant ou en détruisant la violence des conatus, est-ce que ces gens ne doivent pas faire émerger des lois telles que ces lois-là permettent précisément à chacun de se réaliser en permettant à l'autre aussi de se réaliser sans qu'il y ait une nuisance des uns vis-à-vis des autres et sans qu'il y ait un telos, une finalité de cette existence qui précisément les pose dans leurs valeurs. La philosophie politique, c'est déjà donc la reconnaissance qu'on est humain dans une police, dans une cité, quelque part dans une société, et que ce quelque part, cette société-là, il ne faut pas laisser la concurrentialité conatusienne, si je peux utiliser ce terme, prévaloir. Il faut normer cette convivialité ou ce convive de telle manière qu'il n'y ait négation de personne. Mais est-ce que cela est toujours le cas? Est-ce que nous y arrivons? N'y a-t-il pas conflictualité à la fois de chacun vis-à-vis de l'autre, des autres, les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire des sociétés les unes vis-à-vis des autres, et l'ensemble même du réel n'est-il pas géré, organisé actuellement sur la base de cette violence qu'il faut précisément éteindre. Et le but de la philosophie politique, c'est d'avoir à observer est-ce que les conditions de l'émergence de la moindre violence ou de la violence la moindre possible sont réalisées. Et si elles ne sont pas réalisées, il y a donc une véritable dénonciation qui doit être organisée pour dire mais ce n'est pas possible que les choses soient ainsi ou comme cela. Il faudrait précisément, et c'est pour ça que la valeur est toujours présente, se référer à une organisation telle que cette valeur, telle que je l'ai définie tout à l'heure, soit au rendez-vous. Cette valorisation. S'il n'y a pas ce rendez-vous de la valeur, je crois que nous sommes en danger. Professeur, dans ce contexte où justement le conatus de domination semble être la loi de notre temps, comment la philosophie s'adapte-t-elle aux mutations de notre temps? Comment est-ce que la philosophie aujourd'hui peut s'adapter aux mutations de notre temps? Je prends par exemple déjà la dilution des frontières ontologiques entre Dieu, l'homme et l'animal. Comment est-ce que le philosophe, à ce moment-là, s'adapte à cette réalité mutante où aujourd'hui, du fait des progrès scientifiques, du fait des révolutions idéologiques, on tend à tuer Dieu, on tend à détruire les frontières entre l'homme, Dieu, l'animal. La question du transhumanisme, une question à laquelle vous êtes attaqué, la question de la transformation de l'animal en lui donnant des capacités humaines, des singes aujourd'hui auxquels on apprend à parler la langue des hommes,
Comment est-ce que la philosophie politique ou la philosophie en général s'adapte à de telles mutations? Bon, je ne pense pas qu'il faille parler d'adaptation. Oui. Je crois que le philosophe, d'abord, prend acte qu'il y a ce mouvement global d'évolution et que ce mouvement, il ne va pas s'arrêter parce qu'on a donné une injonction ou on est critique vis-à-vis de ce mouvement en marche. Il y a d'abord à prendre acte que c'est un mouvement, je ne dirais pas irréversible, mais c'est un signe des temps, s'il faut le dire. Bon, maintenant, ce signe des temps, qu'il y ait, disons, effacement possible de la distance ou de la distinction ou de la limite entre Dieu et l'homme, c'est un choix de l'homme qui peut très bien, penser que Dieu, on peut le mettre en congé. 2, que l'on peut reprendre ses attributs au profit de l'homme. Et que, en reprenant ses attributs, donc la connaissance, la science, l'éternité potentielle, la puissance de création, une fois qu'on a repris ces possibilités divines, ces attributs divins, l'individu peut penser qu'il est devenu effectivement Dieu. Mais, est-ce possible de mettre Dieu définitivement en congé? Cela est tout à fait difficile, je ne dirais pas impossible. Parce qu'en disant impossible, j'exhiberai a priori, sans que ce soit un argument déterminant, mon option religieuse pour la transcendance. Mais j'ai dit, cela est tout à fait difficile. Bon, mais maintenant, on veut aussi, dans le même temps, effacer la frontière entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la machine. Bon, le problème est donc de savoir. Et entre l'homme et la femme. Bon, là, je crois que pour ce qui est de l'homme et de la femme, nous sommes sur le plan humain, nous sommes, je dirais, identiques, mais à fonctionnalité diversifiée, à organisation diversifiée. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais bien qu'on me dise que, bon, maintenant, une dame va accoucher par le nez ou les oreilles. Qu'on me le montre. Il n'y a pas une fonction qui est déterminée par l'organisation biophysiologique. Il me semble. Alors, l'effacement de la frontière, par exemple, ou le confusionnisme des genres, ça me paraît difficile à admettre. Peut-être que les évolutions seront là. Bon, on pourra, puisqu'il y a maintenant la PMA, la procréation médicalement assistée, ben, peut-être qu'on pourra passer par l'homme. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas tout à fait ça. Jusqu'à présent, c'est toujours à travers les organes que la nature a constitués et qui ont donc une finalité en soi et une fonctionnalité spécifique. Je ne crois pas que ce soit d'un bon ton, à la fois de transgresser le genre, d'une part, et surtout pour ceux qui sont les maîtres du monde, de tenter de nous imposer cette transgression-là. Et il me semble que c'est à l'ordre du jour. C'est-à-dire d'amener tout le monde à ce confusionnisme-là. Bon, si on le laisse en tant que choix individuel, il ne faudrait pas en faire, n'est-ce pas, une norme sociale qu'il faudrait que tout le monde accepte et organise dans le réel en fonction de cela. Parce que c'est attentatoire à la nature. Il me semble. Ça, c'est pour l'homme et pour la différence entre l'homme, différents de genre. Mais maintenant, par rapport à l'homme qui crée l'homme à partir du machinique. Bon,
on peut dire que c'est peut-être une évolution qui est tout à fait sensationnelle. Sensationnelle. Les transhumanistes veulent bien, ils veulent absolument transcender les limites de la nature. Effectivement, est-ce qu'il faut accepter ces limites comme étant infranchissables, indépassables? Le débat est là. Mais ils cherchent et ils arrivent à aller toujours plus loin, toujours plus haut, de telle manière que l'homme ne se considère pas homme essentiellement dans ses limites. Mais le problème qui se pose est donc de savoir si, en créant cet homme-là, il y aura un transfert de l'essence humaine, c'est-à-dire de la liberté, de la créativité, de l'historicité à cet homme créé par l'homme. La rationalité, le libre arbitre. Oui, le libre arbitre. C'est bon, parce que le problème est le suivant. Créé par l'homme, dans des conditions données. Au moins, lui, il connaît les conditions dans lesquelles il est créé. Peut-être. Est-ce qu'il connaît d'abord? Faites-nous émerger la conscience du transhumain. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à maîtriser jusque-là. Je cherche. C'est pour ça que je n'invective personne, ni rien du tout. Mais est-ce possible de transférer, n'est-ce pas, cet appel à sortir de soi, de cet homme formaté en fonction de conditions elles-mêmes données, qu'il ne maîtrise pas? Pourra-t-il, cet homme, faire la révolution contre son propre créateur qui est l'homme? Mais pour aller où? Est-ce qu'il y a ce que j'appelle la distance à l'intérieur de lui-même qui est caractérisée par la capacité de projection? La différence là, c'est que bon, tel que je suis, je peux très bien ne pas me sentir tout à fait bien, ou je peux aspirer à être autre chose. C'est donc qu'il y a une distance à l'intérieur de moi-même qui fait que je puisse ne pas me satisfaire de ce que je suis en aspirant à être autre chose. Cette aspiration au dépassement de soi, est-ce que ce sera un attribut de ce nouvel être créé? Et ce nouvel être créé, quelle est son histoire? Est-ce qu'il réalise lui-même sa propre histoire ou on l'a déjà réalisé son histoire et il est là? C'est ça que j'ai appelé l'ontologie du plein. Professeur, nous reviendrons sur cette problématique plus tard. L'autre élément d'adaptation, vous avez refusé le terme d'adaptation. Enfin, comment est-ce que la philosophie aujourd'hui se comporte ou se positionne par rapport aussi à la confusion des univers théoriques? On a aujourd'hui, dans les mutations de la science, on avait des clivages très anciens hérités de l'éclatement de la philosophie en différentes chapelles théoriques ou techniques, les différents domaines de connaissances. On avait l'économie, on avait la politique, on avait les mathématiques, on avait la biologie, voilà. Aujourd'hui, on a la philosophie politique, la politique économique, la sociologie politique, l'anthropologie juridique, l'organicisme, l'institutionnalisme, le fonctionnalisme, le systémisme. On a aujourd'hui une pluralité d'univers, de domaines que certains appellent savoir, que certains appellent théorie. Finalement, comment est-ce que la philosophie fait pour saisir et finalement conserver sa vocation à la protection d'une sorte d'idéal de la connaissance ou une sorte de préservation de ce qui peut constituer la matrice fondamentale des sciences. Cette pureté ontologique de la connaissance-là. Aujourd'hui, on a l'impression que l'univers de la connaissance est éclaté, les frontières se perdent, les domaines s'interpénètrent. Comment la philosophie fait? Bon, il n'y a pas de recette miracle que ferait la philosophie. Il y a d'abord, et j'aime bien cette formulation, à prendre acte. Il y a éclatement des domaines. Déjà, avec cet éclatement, cette émergence
de telle ou telle spécialité, de telle autre et de telle autre. La première chose que ces domaines-là, n'est-ce pas, émergents, font, c'est de nier même la nature et l'essence et l'existence et l'urgence, la nécessité de la philosophie. On veut mettre la philosophie en congé comme on a mis Dieu en congé. Dieu en congé. Or, le philosophe constate et ne peut pas refuser de voir les domaines éclater. C'est même bien. Cela montre le dynamisme ou la dynamique de l'esprit qui est essentiellement créateur et qui veut faire reculer les limites de l'obscurité au niveau de la connaissance. C'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que le philosophe peut faire? C'est être ouvert et prendre acte des possibilités, n'est-ce pas, que porte chaque nouveau domaine théorique. Parce que les domaines théoriques ne se créent pas seulement pour s'annuler les uns les autres, mais c'est pour apporter, n'est-ce pas, au corpus de la connaissance quelque chose de spécifique, quelque chose de nouveau, quelque chose sur quoi il n'y avait pas focalisation de l'attention au départ, mais sur lequel maintenant on a marqué un intérêt, une attention, et le philosophe prend acte de ces résultats-là, sans se nier. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, il faudrait que le philosophe ne fasse rien d'autre que de récupérer. Mais ce qu'il récupère en tant que corpus de connaissances, il le récupère sous un angle. Et ce qui fait la spécificité de la philosophie, c'est l'angle sous lequel on récupère donc ces données-là. Mais l'angle est essentiellement valoriel. Est-ce que ce que les diverses sciences apportent, qu'est-ce que ça apporte pour l'homme valeur? C'est d'abord cela. Deuxièmement, par rapport à la science, au fait de connaître même, qu'est-ce que ça apporte? Mais ça apporte une amplification, une diversification, et tout ceci est extrêmement positif. Donc, il faudrait éviter l'ostracisme de certains qui pourraient se déployer en disant, bon, la philosophie n'a plus aucun sens. Il faudra éviter aussi l'ostracisme possiblement philosophique qui pourrait se dire, bon, ok, il ne nous apporte rien, et puis, bon, non, il y a cette ouverture réciproque et cette possibilité d'intégration de ce que les sciences, les domaines théoriques apportent, mais sous l'angle précisément de l'existence et des valeurs, c'est-à-dire de la corrélation de ce qu'on connaît avec ce que doit être l'homme, avec l'objet essentiel de notre existence, faire de l'homme, n'est-ce pas, la valeur suprême, une valeur absolue. Professeur, comment la philosophie fait aujourd'hui, elle prend acte aussi de la fin des idéologies? Libéralisme, on a connu le libéralisme, le capitalisme, l'étatisme, les différentes formes de collectivisme, socialisme, communisme, solidarisme, marxisme. Aujourd'hui, on a des systèmes totalement hybrides qui ne rentrent plus dans les catégories fondamentales et classiques de la pensée philosophique. Comment est-ce que la philosophie fait dans un tel univers? Bon, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de catégorie figée et définitive en philosophie. Et que si le réel se trouve organisé en fonction d'une idéologie donnée, la critique des idéologies est la première chose à faire pour le philosophe. Quels sont les sous-entendus? Quelles sont les finalités de cette idéologie? Et comment l'homme s'y retrouve-t-il? Comment est-il fondamentalement traité? Si cette idéologie ne répond pas à notre normativité, il me semble qu'il faille la critiquer. Alors, la fin des idéologies, non, c'est la mutation permanente des idéologies. C'est-à-dire que, bon, par rapport au fait qu'intrinsèquement, chaque idéologie a, n'est-ce pas, des aspects ouverts, mais aussi des aspects limitatifs.
des aspects qui appellent au dépassement. Il me semble que les idéologies, les diverses idéologies, ne pourront rien faire d'autre que de muter, de se transformer. Mais ce qui est embêtant, c'est que chaque idéologie s'enferme à l'intérieur de ce que je pourrais appeler une normativité, non pas transcendantale, mais une normativité programmatique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'idéologie, elle fonctionne, cette idéologie, comme visée de, comme programme de réalisation de, au niveau de l'individu, au niveau du social. Mais la normativité programmatique n'est rien d'autre que appelée par elle-même à évoluer. Elle ne peut pas rester et être un massif définitif de telle façon qu'on ne puisse pas la dépasser. Au contraire, il faut absolument dépasser. Et la critique des idéologies est une des dimensions essentielles de la philosophie. On ne peut pas faire autrement. Bon, maintenant, comment se comporte donc le philosophe par rapport aux réalités actuelles, aux hybridismes en marche de ces idéologies? Mais c'est toujours ce recul critique, ce recul normatif, ce recul, n'est-ce pas, qui permet de se reposer toujours la question, est-ce que l'homme, lorsque je parle de normativité programmatique, c'est que, par exemple, le marxisme, le communisme, bon, il y a eu comme un enfermement à l'intérieur d'une, disons, axiomatique, telle que, bon, nous voulons que l'homme soit, nous voulons que la société soit comme ceci, comme cela. C'est l'illusion de la meilleurité absolue. Mais on a bien vu, à la pratique, que c'était une illusion. Non pas seulement illusion au sens où l'individu se trompe lui-même, mais une illusion diffusée, partagée, imposée et pratiquement mise en œuvre. Il y a eu combien? Je crois que j'ai lu dernièrement, je crois, de Stéphane Courtois, j'ai le livre à la maison, le livre noir du communisme. C'est dramatique. C'est dramatique en ce sens que si c'est l'individu qu'on a traité ainsi, qui est une valeur, mais qu'on a traité avec les camps de concentration, avec, n'est-ce pas, un bridage systématique de sa liberté, avec une extinction programmée de sa créativité, avec, n'est-ce pas, une imposition d'une transcendance autre que celle à laquelle il peut croire. Lorsque celui qui crée le système prend la dimension et la position de Dieu, il se fait Dieu. Que peut-on dire encore? Et que peut dire le philosophe? Il faut absolument critiquer cela. Et c'est cela la mission essentielle de critique de la philosophie, c'est-à-dire mesurer la distance qu'il y a entre ce qui est et ce que cela devrait être. C'est cette distance-là que la philosophie mesure. Professeur, je vais prendre cet extrait pour terminer sur cette séquence. Vous dites à la page 101, récapitulons donc le deuxième paragraphe de la page 101 du tome premier. Récapitulons donc, si l'idéologie ne se saisit pas en dehors de l'histoire sociale, c'est qu'elle est, comme l'a montré Louis Althusser dans son ouvrage pour Marx, un système possédant sa logique et sa rigueur propre de représentation, image, mythe, idée ou concept, selon le cas, doué d'une existence et d'un rôle historique au sein d'une société donnée. Ce qui signifie que le principe moteur d'une idéologie singulière ne réside donc pas au sein de l'idéologie elle-même, mais en dehors d'elle, dans l'en-deçà de l'idéologie singulière. Son auteur comme individu concret
et l'histoire effective qui se réfléchit dans ce développement individuel selon les liens complexes de l'individu à son histoire.